Juliette Cerdan, bonjour, installez-vous. Bonjour. Une petite colle pour commencer. Est-ce que vous savez quelle est la plus vieille brasserie de Paris? C'est une vraie colle. J'aurais peut-être dit... allez, Closerie des Lilas. Elle fait partie des tops. En fait, j'ai pas réussi à avoir la vraie info, ce qui est assez hallucinant. Moi, j'avais le bouillon Chartier de pas d'ici, 1896. Ok. Voilà, après tout se joue, Bouillon brasserie, le bouillon Chartier. Catégorie. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc on va en parler justement de la Ça définition. marche. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Mon invité d'aujourd'hui est à la croisée de plusieurs mondes, les startups, l'histoire avec un grand H, le patrimoine français et les arts de table. Juliette Cerdan a cofondé Brasserie à la mode, et donc la définition d'une brasserie, on n'était pas tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'il y a une définition précise du coup que vous connaissez par cœur ou... Alors, je dirais pas qu'il y a une définition précise, mais typiquement je situerais la brasserie un peu différemment du bouillon. Le bouillon, c'était vraiment le restaurant qui était accessible aux gens qui ne pouvaient pas aller au restaurant, Ouais. et donc ils mangeaient des bouillons parce que c'était les choses les moins chères, etc. Et à l'inverse, la brasserie était plus chic. Était un peu plus chic, Ouais. mais restait très universel, c'est-à-dire abordable et accessible à tous. En gros, vous pouviez avoir à la fois les ouvriers qui allaient manger leur œuf maillot au comptoir et en même temps les notables qui se faisaient plaisir avec du homard à table. Donc vous avez créé Brasserie à la mode, on voit bien de quoi il s'agit. Est-ce que la brasserie aujourd'hui, vous la considérez quoi, poussiéreuse? C'est un modèle qui est en perte de vitesse? C'est quelque chose que vous voulez remettre au goût du jour en gros, c'est ça? Exactement. Quand on a monté ce projet il y a maintenant plus de 2 ans, parce que ça prend un peu de temps, on a fait vraiment ce constat de se dire les brasseries, il y en a énormément à Paris. En même temps, personne n'est vraiment capable de dire exactement ce que c'est. Elles sont malheureusement assez désertées par beaucoup de monde, et notamment les Les jeunes. plus jeunes, ouais. Voilà. Et pourtant, c'est un patrimoine historique qui est incroyable. On s'est un peu penché là-dessus, de relire l'histoire des brasseries, les valeurs historiques. Donc vous de la avez repris brasserie. des cours d'histoire de brasserie, vous êtes Exactement. relu des bouquins. On a allé chercher des vieux livres, des vieux bouquins de recettes, des vieux bouquins aussi de description de Paris qui racontaient qu'en fait, voilà, tout le monde se retrouvait dans les brasseries. Et après, il suffit même de regarder, même milieu du 20e, c'était encore des lieux où les jeunes allaient, les générations de nos parents, les artistes allaient. Et tout ça, malheureusement, ça a un peu disparu. Et on trouvait ça bien dommage. Alors le côté, donc une brasserie, c'est un décor, une ambiance, c'est aussi une carte. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur sûre, par exemple? C'est une brasserie, qu'est-ce qu'on va trouver? Il y a ce comptoir en zinc, et non pas en bois, comptoir en zinc qui fait un peu de bruit, qui sent le métal. Il y a quoi comme... C'est vrai que ça part beaucoup sur les matériaux. Il y a du velours, des matériaux comme ça qui absorbent, qui sont bien confortables, qui sont moelleux. Ouais. Il y a des grands espaces. Il y a de la hauteur sous plafond, voilà, il y a des miroirs, gros volumes, il y a du miroir, Ouais. il y a un jeu de regard permanent dans toutes les brasseries à Paris. Si on regarde, vous allez chez Lip, par exemple, c'est très drôle parce que vraiment, les gens sont placés en fonction de là où on a envie de les placer et tout le monde se regarde. Et ce jeu de regard est vraiment très intéressant. Et après les plats, là c'est tous les plats de la cuisine bourgeoise française que nous on adore aller rajeunir, rechercher et essayer de remettre un peu au goût du jour. Donc brasserie à la mode, qu'est-ce qui est à la mode dans une brasserie d'antan du coup? Quel détail actuel vous avez ajouté à ce modèle? Alors nous ce qu'on a voulu faire, c'est pas juste répliquer une brasserie traditionnelle et vraiment reprendre tous les codes, parce que sinon c'était pas très intéressant et nous, on n'avait pas l'impression de créer grand chose. Donc on s'est dit, on va prendre certains codes, on va garder certains codes, notamment ce qu'on disait avant sur les matériaux, sur l'ambiance qu'on veut, mais on va essayer de bouger un petit peu les lignes sur certaines choses. Typiquement sur la carte, essayer d'aller reprendre des classiques mais de les retravailler, de les alléger un peu, de les végétaliser un peu. Là on est en train de sortir dans notre nouvelle carte un Wellington à la betterave. C'est-à-dire que là, on a du bœuf classiquement. Là, on s'est dit, ok, on va s'inscrire aussi dans une tendance qui a quand même du sens aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment jouer avec tout ça. Dans l'accueil, c'est la même chose, c'est-à-dire essayer de fuir un peu cette mauvaise réputation qu'ont les brasseries et cafés parisiens, mal reçus et où il n'y a pas beaucoup d'amour et d'envie dans la façon de recevoir les clients. Donc voilà, d'apporter une expérience qui soit un peu plus jeune, un peu plus cosmopolite, un peu plus ouverte. Et quelle musique on entendait dans les brasseries d'antan, d'autrefois? Alors, il y a pas mal de musique live, il y avait pas mal de piano-bar, etc. Et donc ça, c'est quelque chose par exemple que vous n'avez pas... Pour l'instant, pas encore, mais ça pourrait être un des projets. Après, au quotidien, c'est pas forcément évident à gérer.
Voilà, mais après, les brasseries, traditionnellement, c'est des lieux qui sont assez bruyants. Ouais. Parce que c'est des lieux où il y a du passage, où il y a du volume, où il y a du monde qui mange et voilà, on entend les fourchettes et les verres. Nous, on a essayé de reprendre un peu ce côté-là parce que c'est des gros volumes. Donc en fait, forcément, on a une ambiance assez chaleureuse voilà, et qui reste... Ouais, vous avez ouvert votre premier lieu il y a à peine 1 ou 2 mois, la brasserie Rosy. Et comment est-ce que vous avez trouvé cet endroit? Parce que tous les lieux ne peuvent pas s'appliquer à l'univers de la brasserie. Et surtout, comment est-ce que vous comptez, comment est-ce que vous allez à la pêche justement à cet endroit? Comment est-ce que vous chassez? Vous êtes un peu des chasseurs de brasseries dans une certaine mesure, ou de lieux disponibles en fait, parce que c'est pas si évident que ça à Paris de trouver des endroits qui collent, qui sont disponibles, qui sont dans vos prix. Exactement. Ouais, c'est une recherche de longue haleine. On a visité au bas mot 200 locaux à Paris avant de trouver la perle rare. Parce qu'effectivement, c'est tout un ensemble de contraintes qu'il faut réussir à équilibrer. Et on a eu un petit coup de foudre pour celui-là. On a réussi à bien se projeter. C'était un pub irlandais un peu avant. Un peu voilà. Un peu abîmé, on va dire. Exactement, donc il fallait se projeter. Mais on a retrouvé en fait ce qu'on aimait, c'est-à-dire des gros volumes, de l'espace. Ça, c'est pas facile à trouver à Paris. Le potentiel d'avoir une belle hauteur sous plafond, etc. Donc c'est code un peu important, une grande surface en rez-de-chaussée. Ouais. Et finalement, en fait, vous n'avez pas 36 000 lieux comme ça à Paris. Donc là, on a un peu sauté sur l'occasion. Et ensuite, dénicher, il faut être aux aguets, il faut être à l'écoute du marché, des opportunités. Être prêt à aller vers des endroits où on n'est pas forcément prêt à aller. Par exemple, prêt à aller, dans quels endroits on n'est pas prêt à aller? Certains quartiers, certains arrondissements qui sont peut-être un peu moins sexy aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a un centre, on a un 9e, un 10e qui sont très 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 prisés par tous les restaurateurs. Et parfois d'avoir l'audace de se dire on va un peu sortir des sentiers battus, on va essayer d'aller plus loin. Certains l'ont fait et c'est très courageux et c'est bien de créer un peu des choses comme ça. Certains l'ont fait. Vous, Juliette, vous êtes diplômée d'HEC, vous avez fait un peu de M&A, je crois, quelque chose comme ça. Et surtout, vous avez été à bonne école en une certaine mesure puisque vous avez fait vos armes chez Big Mama Group. Donc, est-ce que vous avez appris chez eux ce talent pour dénicher les espaces, pour oser peut-être aller dans des endroits où moins de personnes, enfin en tout cas à l'instant T, vont? Qu'est-ce que vous avez appris là-bas, que vous appliquez aujourd'hui? J'ai appris énormément de choses. Je pense que la chose la plus importante que j'ai appris, c'est une espèce de philosophie d'entreprendre qui est que globalement tout est possible. Et qu'il n'y a pas trop de limites et qu'il faut oser, effectivement, qu'il faut prendre des risques. Et c'est vrai que moi je suis arrivée au début du projet de Big Mama et donc j'ai vu vraiment ce développement ultra rapide. Ça donne envie, c'est ça. Exactement, ça donne envie et ça permet d'apprendre très très vite parce que du coup on est confronté à des problématiques très rapidement, problématiques de croissance permanente qui sont passionnantes. Donc Big Mama, eux, c'est plutôt la cuisine italienne, l'univers italien. Vous, ça n'a pas grand-chose à voir finalement, ces deux univers complètement différents. Donc on ne développe pas ça de la même manière, si? Non, exactement. Il faut penser un peu différemment. Et la cuisine française, c'est une cuisine qui demande beaucoup de travail. Le travail de sauce, nous on fait vraiment tout maison. Ce qui veut dire, par exemple, on a voulu faire nos propres charcuteries. Donc pour ça, en fait, on a recruté un artisan charcutier, ce qui était aussi pas une mince affaire à trouver, à dénicher. Et voilà, donc c'est repartir sur des bases de la cuisine, aller relire les livres d'Escoffier pour recomprendre un peu vraiment les origines de cette cuisine bourgeoise française qui est un peu oubliée aujourd'hui et retravailler après ce qu'on faisait chez Big Mama et que là on a refait dans une logique un peu similaire, c'est vraiment cette recherche de producteurs, d'aller sourcer des produits en direct, parce que c'est vraiment une tendance qui est bien ancrée maintenant dans la restauration parisienne en tout cas, et qui a énormément de sens et qui est passionnante. Start-up, patrimoine et art de table, merci Juliette Cerdan. Merci beaucoup.